Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Encourager les investisseurs américains à s'intéresser davantage à la Côte d'Ivoire, c'est le message que le Premier ministre Patrick Kachi est venu leur adresser lors de sa visite économique aux États-Unis. Dans une interview exclusive accordée à la VOA, il s'est aussi félicité des résultats du récent dialogue politique dans son pays. Goodluck Jonathan est de nouveau en visite au Mali. Le médiateur de la CEDEAO souhaite parvenir avec la junte à l'arrêt d'un calendrier sur la durée de la transition et la date des élections. La diplomatie fait des petits progrès dans la guerre en Ukraine, selon les responsables des deux parties. Mais Washington émet quelques réserves alors que sur le terrain, les bombardements se poursuivent. Roger Muntu est également là ce vendredi pour Culture Hebdo. Il nous parlera de la nouvelle version de Top Gun de l'infatigable Tom Cruise, très attendu dans les salles. Une fois encore, bonsoir. Les responsables ukrainiens et russes ont déclaré avoir fait des progrès dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu alors que la guerre entre dans sa 4e semaine. Les experts détectent un changement dans les exigences de la Russie car la guerre dure plus longtemps que prévu. Mais le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit qu'il ne voit pour l'instant aucune preuve que la Russie est sérieuse en matière de diplomatie. C'est un reportage de Cindy Sen, un récit de Dili Diko. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, n'a pas mâché ses mots lors de cette conférence de presse au département d'État. Je dois dire d'une part que nous félicitons l'Ukraine d'être à la table malgré les bombardements à toutes les heures de la journée. D'autre part, je n'ai vu aucun effort significatif de la part de la Russie pour mettre fin de façon diplomatique à cette guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exposé ses priorités pour les pourparlers dans une vidéo publiée jeudi. Les négociations sont en cours, des négociations pour le bien de l'Ukraine. Mes priorités dans les négociations sont absolument claires. La fin de la guerre, les garanties de sécurité, la souveraineté, la restauration de l'intégrité territoriale. Zelensky a déclaré que jusqu'à présent, Moscou avait subi des pertes sur le champ de bataille plus lourdes que celles des campagnes précédentes en Syrie et en Tchétchénie, ou même en Afghanistan pendant l'époque soviétique. Des experts ont expliqué à la VOA que le président russe Vladimir Poutine a probablement été surpris par la résistance en Ukraine et que les difficultés de la Russie dans sa progression vers Kiev ont impulsé un changement important dans sa position lors des négociations. Certains experts préviennent tout de même qu'il n'y a aucune preuve que Poutine envisage sérieusement de négocier avec l'Ukraine. D'autres analystes disent qu'il est possible que Poutine soit isolé et qu'il ne soit pas au fait des réalités sur le terrain. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est exprimé sur de possibles pourparlers entre Zelensky et Poutine. Il n'y a aucun obstacle à l'organisation d'une rencontre qui ne soit pas une réunion juste pour les apparences, mais plutôt un contact entre les deux présidents qui consolidera les accords qui sont actuellement élaborés par les deux délégations. Elles ont déjà eu 3 rencontres en Biélorussie et maintenant elles travaillent en vidéoconférence. Alors que les pourparlers se poursuivent entre les deux États, les funérailles de soldats continuent en Ukraine. Et l'une des conséquences de ce conflit en Ukraine, c'est bien sûr la situation des réfugiés. Le mouvement historique des personnes vers l'Ouest est devenu la crise migratoire la plus rapide d'Europe depuis des décennies. L'exode des Ukrainiens représente près du double du nombre de réfugiés enregistrés par les Nations Unies au cours des 11 premiers jours de la guerre du Kosovo. C'était en 1999. Voyons cela dans cet élément de Ginny Kapumbu-Villa. Au milieu des bombardements et des coups de feu de l'invasion russe, plus de 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine au 16 mars.
À ce rythme, avertissant les responsables du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, l'exode pourrait dépasser la crise syrienne de 2015. Les chiffres sont probablement plus élevés en raison de retard dans le décompte. Environ 60% des réfugiés ukrainiens, soit plus de 1,8 million de personnes, sont allés en Pologne. D'autres sont allés en Hongrie, en Moldavie, en Roumanie et en Biélorussie. Le nombre de personnes déplacées continuera probablement d'augmenter de 100 000 à 200 000 par jour selon l'ONU. Le conflit armé en Ukraine a commencé au début de 2014 et s'est rapidement transformé en impasse avec des bombardements et des escarmouches en cours le long de la ligne qui sépare les régions frontalières contrôlées par la Russie et l'Ukraine à l'est. Je pense que l'essentiel à retenir est que les Ukrainiens vivent avec une guerre depuis 8 ans. Donc ils ne répondent pas à une surprise en ce moment. Ils ont réfléchi à cela. Ils sont constamment menacés à un faible niveau depuis 8 ans. Le HCR a déclaré que jusqu'à 6,5 millions de personnes pourraient éventuellement quitter l'Ukraine. Ceux qui fuient vers les pays voisins ont été accueillis par des gouvernements et des organisations caritatives pour répondre aux besoins critiques. Mais on s'inquiète pour les personnes à mobilité réduite. Les personnes à mobilité économique sont celles qui pourront bientôt sortir et les personnes les plus pauvres seront laissées pour compte. Donc c'est aussi une chose à laquelle il faut penser quand on parle d'aide, l'aide humanitaire et l'aide aux réfugiés. Beaucoup de gens vont être, vous savez, également des personnes âgées et handicapées et des personnes avec des enfants qui ne pourront peut-être pas se déplacer très facilement. Les experts en migration conviennent que les derniers chiffres sur les réfugiés font écho aux crises migratoires antérieures en Europe, comme les 12 millions d'Allemands qui ont été déplacés dans toute l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. D'une crise à une autre, parlons de celle du Nigeria qui est confronté à une grave crise énergétique ces dernières semaines. Le président Muhammadu Buhari a présenté ses excuses à la population face à la situation. L'électricité manque au Nigeria depuis le 14 mars dernier, provoquant des pertes pour de nombreux Nigérians suite aux pannes enregistrées dans la plupart des régions du pays. Les autorités invoquent une baisse de la production hydroélectrique en raison des pressions saisonnières sur les barrages et des difficultés dans les travaux de réparation de groupes électrogènes en cours. La production de l'électricité au Nigeria est jugée insuffisante pour sa population de plus de 200 millions d'habitants et dont les besoins sont estimés généralement à environ 4000 mégawatts par jour. Le Premier ministre ivoirien Patrick Kachi a achevé hier jeudi une visite économique ici aux États-Unis où il a présenté le programme Vision 2030 à l'Atlantic Council et à la Banque mondiale. Une bonne partie de ce programme repose sur l'implication du secteur privé. Son objectif était donc d'encourager les investisseurs américains à s'intéresser davantage à son pays, la Côte d'Ivoire. Avec Abdourahmane Dia, le Premier ministre ivoirien Patrick Kachi a aussi abordé le récent dialogue national en Côte d'Ivoire et la question sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Suivons plutôt. Oui, déjà, je pense qu'avec les élections législatives qui se sont déroulées, ce sont des élections législatives qui ont vu la participation de quasiment tous les partis politiques pour la première fois depuis 20 ans. Donc ça a été, je dirais, un premier grand tournant, je dirais, d'une paix sociale renforcée. Mais en plus de cela, vous en parliez, le dialogue politique que nous venons d'achever il y a quelques semaines a vu la participation de près de 26 organisations de la société civile et de 21 partis politiques et groupements politiques et dialogue à l'issue duquel toutes les questions pendantes relatives aux différents sujets qui pourraient être des sujets de discorde et qui pourraient être éventuellement des freins à la cohésion sociale et à la paix, je dirais, sociale, ont été abordées, ont été discutées dans un environnement de courtoisie, dans un environnement de responsabilité, et toutes les parties prenantes
ont signé, je dirais, cet accord de dialogue politique, ce qui est donc une preuve de maturité où tous les acteurs ont bien compris que quelles que soient nos différences et nos divergences de vues politiques ou d'autres natures, l'essentiel et le plus important, c'est le pays. Et d'ailleurs, nous l'avons dit, le premier vainqueur de la signature de ce dialogue, qui consacre véritablement, je dirais, un pays en paix, un pays stable, un pays qui a repris, je dirais, le niveau de sa croissance, signal, c'est que véritablement tout le monde est vraiment d'accord pour dire qu'il faut se mettre ensemble, il faut développer ce pays et que le vainqueur de ce dialogue, c'est d'abord le pays. Monsieur le Premier ministre, avec les sanctions visant le Mali, mais également le Burkina et la Guinée qui sont suspendus par la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est frontalière de tous ces trois pays. Même si ce sont des décisions de l'instance régionale, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire, vu son poids économique, politique, mais aussi sa position géographique, pour qu'on arrive à un dégel dans la région? Je crois que la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, n'agit pas seule dans ce genre de circonstances. Lorsque ces crises surviennent, nous avons une organisation sous-régionale qui est la CEDEAO et qui a un président actuellement, qui est le président du Ghana, le président Nana Akufo-Addo, et donc qui se réunit et qui prend des positions communes et collectives sur ce qu'il y a lieu de faire pour que la situation évolue au niveau de ces pays-là. Ce n'est pas une décision unilatérale de la Côte d'Ivoire, ce sont des positions collectives qui souvent sont prises à l'unanimité et donc nous suivons les positions communes de la CEDEAO. Le souci majeur, bien sûr, étant que la paix civile, je dirais, la paix revienne dans ces pays, qu'il y ait bien sûr un retour au pouvoir des civils dans une démocratie qui est prônée dans toute la sous-région et pour tous les pays de la sous-région. Vous pourrez bien sûr retrouver l'intégralité de cette interview exclusive sur notre site internet voafrique.com. Restons dans la région. Déterminer la durée de la transition, dégager un calendrier électoral, voilà les 2 points à l'ordre du jour de la visite du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, à Bamako. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko. C'est en début d'après-midi de ce vendredi 18 mars que le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est arrivé à Bamako accompagné d'une forte délégation. Il doit s'entretenir avec les autorités de la transition, l'objectif étant de trouver un terrain d'entente autour de la durée de la transition et d'un calendrier électoral. La visite de Goodluck Jonathan était attendue parce que la première fois il était là, ils ne se sont pas tombés d'accord, donc il dit qu'il allait partir et revenir et c'est la suite logique de cette première étape. Donc je crois qu'il sera question du calendrier électoral qui est en tout cas un impératif et pour le Mali et pour la CEDEAO. Comme je l'ai dit, vous savez, aucun pays ne peut, le monde est devenu un village interplanétaire. Aucun pays ne peut évoluer en vase clos. Donc je crois que et le Mali, et la CEDEAO, et la France, tous ont dit qu'on a intérêt à s'entendre sur un calendrier pour atténuer la souffrance de la population. À Bamako, dans les grains, beaucoup d'espoirs sont fondés sur cette énième visite qui doit permettre enfin de trouver un accord afin de lever l'embargo qui pèse sur le pays depuis le 9 janvier dernier. Ça va changer beaucoup de choses cette fois-ci. On espère très bien que sa visite va permettre à trouver une entente, un accord entre le Mali et la CEDEAO sur le chronogramme des élections qui est quelque chose de très important pour le pays. Il est temps aujourd'hui que nos autorités trouvent une solution de crise, une solution de sortie de crise à ce problème. Les assises nationales de la refondation avaient souhaité une prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans, validée par la nouvelle charte de la transition. Des Maliens estiment qu'un délai supplémentaire de 20 mois en lieu et place des 16 mois proposés par l'Union africaine est largement suffisant. On a épuisé une phase de la transition de 18 mois, plus les 20 mois, je pense que c'est un peu raisonnable. Dans ces 20 mois-là, je crois que les autorités, s'ils donnent la bonne foi, ils peuvent faire beaucoup de choses. Voilà, vu déjà l'Union africaine avait proposé 16 mois, bon, plus 4 mois, je crois que les 20 mois, c'est un peu raisonnable pour les deux parties. Chacun a déjà cédé une partie.
À noter que le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a affirmé sur son compte Twitter avoir appelé le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, 24 heures avant l'arrivée intermalienne du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. Mais l'on ignore la teneur de leur conversation. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Et puis la RCA va reporter les élections municipales qui étaient prévues le 11 septembre. Les premières depuis 34 ans, faute de fonds pour les organiser. L'annonce a été faite jeudi par le président de l'Autorité nationale des élections. Nous avons pris du retard sur l'organisation des élections et elles ne pourront pas se tenir à la date prévue, a déclaré jeudi soir Mathias Barthélémy Mouroba, président de l'ANE, sans préciser les raisons. Mais la veille, dans un discours devant l'Assemblée nationale, il avait déclaré « Faute de financement, nous ne pouvons pas organiser ces élections à la date prévue », sans préciser la durée du report. Depuis les dernières municipales, il y a 34 ans, des personnalités locales faisant office de maire étaient nommées par le gouvernement. L'annonce de ce report survient 2 jours après celle du président Touadéra, qui avait donc annoncé l'ouverture dimanche d'un dialogue républicain avec l'opposition non armée et la société civile. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, D.C. sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington, D.C. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sangoya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Vous suivez Le Monde aujourd'hui et un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C., ici même aux États-Unis. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire et c'est avec Roger Muntu. Roger, bonsoir. Bonsoir, John. Ça fait quoi, 2 ans qu'on ne sait pas si je lui dis 3 ans. Je ne sais pas où il a eu les 3 ans. Notre line producer a dit 3 ans. En tout cas, ravi de te recevoir sur ce plateau. On va parler du Festival de Cannes qui a lieu donc au mois de mai et qui nous réserve un nouveau Tom Cruise. Ah oui, Tom Cruise, hein, le grand. La star américaine Tom Cruise présentera la nouvelle version de Top Gun, l'un des blockbusters les plus attendus des prochains mois. Lors du 75e Festival de Cannes ont annoncé en tout cas les organisateurs jeudi. Le film, le premier, dont la présence est confirmée pour la 75e édition du festival, sort en France le 25 mai, 2 jours avant les États-Unis et le reste du monde. Hein. Dans le cockpit du premier Top Gun en 1986, Tom Cruise, 59 ans aujourd'hui, reprend du service dans ce nouvel opus aux côtés de Val Kilmer. Le festival doit se tenir du 17 au 28 mai 2022. La composition de son jury n'a pas encore été annoncée et la sélection officielle doit être dévoilée le 14 avril. Alors Roger, qu'y a-t-il en commun entre le football américain, l'art et l'Afrique? Vous disiez
en coulisses que la réponse vient de Chicago. Expliquez. Exactement, ça c'est une très bonne question. Le linebacker de Chicago Bears, Christian Jones, un joueur professionnel du football américain, et sa femme Liz ont lancé l'Imari Media, une société multimédia basée à Chicago et axée sur l'histoire africaine. Le premier projet de l'Imari Media est Queen Rena's Protector of Nubia, une série de bandes dessinées relatant la vie du monarque de Nubie. Alors, qu'est-ce qui a vraiment inspiré nos amis? Suivons la réponse. L'Imari Media est une société que Christian et moi avons fondée l'année dernière. Un espace où nous pouvons créer, produire et distribuer du contenu sur les histoires africaines dans différents formats. Et tout ceci dans l'espoir d'atteindre les enfants et les adultes. Wow, that's awesome. Eh bien, c'est génial ça. Christian, vous et votre chère épouse, qui est aussi votre partenaire, vous êtes américain d'origine. Nos téléspectateurs se demanderont probablement pourquoi avoir choisi des histoires africaines et qu'est-ce qui vous a inspiré à créer la société l'Imari. Eh bien, je voulais davantage apprendre le passé de ma famille. Vous avez en quelque sorte compris que nous avons tous un lien, et en particulier les Afro-Américains et les Africains. Beaucoup d'entre nous ne savent pas que nous venons pour la plupart de l'Afrique de l'Ouest spécifiquement. Quand j'ai découvert, grâce à un test ADN, que du côté de ma mère, nous avons des liens nigériens, en particulier le groupe ethnique Yoruba, j'ai commencé à lire pour en savoir un peu plus et à apprendre certaines histoires de là-bas. Cela a en quelque sorte déclenché une passion pour moi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. J'ai vite compris que ça serait puissant si non seulement les Afro-Américains, mais d'autres groupes aussi connaissent ces histoires. Ah oui, on apprend chaque jour l'intégralité de cette interview dans RM Show sur notre site voafrique.com. Et voilà, c'est tout ce que nous avons pu concocter, Jan, cette semaine pour nos téléspectateurs. Et voilà, merci à vous, Roger, d'être venu sur ce plateau. On se retrouve la prochaine fois. Bon week-end à vous et bon week-end à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Et on reste en culture. Le festival international, ou plutôt interculturel du cirque, se tient cette semaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire, après une précédente édition très réduite l'an dernier à cause de la pandémie. Présenté comme le plus grand festival de cirque d'Afrique de l'Ouest, l'événement rassemble des artistes de toute l'Afrique et d'ailleurs. D'Abidjan, voici le reportage de Henry Wilkins, récit Yacouba Ouedraogo. L'Afrique de l'Ouest recommence à s'ouvrir au monde. Alors que les restrictions de voyage liées au Covid-19 sont levées, les événements culturels comme le Festival interculturel du cirque d'Abidjan, en abrégé RICA, reviennent. Le festival a eu lieu l'année dernière, mais à petite échelle, à cause du Covid-19. L'année d'après, on a voulu quand même garder le festival. Donc on a fait un tout petit festival l'année dernière avec très peu de compagnies, que des compagnies de la sous-région Guinée, Burkina, pas trop loin. Et puis cette année, le festival reprend un peu des couleurs puisqu'on a 9 compagnies, 57 artistes qui viennent de beaucoup de pays différents. Cette année, le RICA accueille des artistes libanais, français, marocains, guinéens, ainsi qu'une troupe d'acrobates du nom d'Atoufa, originaire du Burkina Faso. Le directeur artistique d'Atoufa dit avoir rencontré plein d'obstacles avant de devenir artiste de cirque. Mes parents me détestaient parce qu'à cause de cet sport en fait. Voilà, parce que j'ai appris le courage. Son en l'air, là, j'étais au village parce qu'ils voulaient m'envoyer même au village pour rester là-bas. Voilà, parce que pour que de ne plus faire ça en fait. Voilà, mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je peux dire Dieu merci. J'ai eu à développer les choses aussi. La prestation d'Atoufa reflète la guerre en cours au Burkina Faso contre les groupes terroristes armés, explique Maouzou Tanyan. Vraiment, ce n'est pas du tout facile. Mais de toute façon, s'il y a la guerre sur nous au pays, tu te sens directement parce qu'il y a des informations que tu peux avoir ça dans les réseaux sociaux. Et exact aussi, ça se passe chaque fois aussi à la télé pour dire qu'il y a la guerre ici, il y a la guerre ici. Considéré comme le plus grand du genre en Afrique de l'Ouest, ce festival contribue à promouvoir les artistes de cirque africains à l'échelle internationale.
Il y a beaucoup des circassiens du continent qui sont au Cirque du Soleil. Et maintenant, eux, ils ont envie de revenir sur le continent. Ils ont envie de revenir et de faire un cirque qui est plus de leur identité, qui soit lié aux traditions africaines aussi. On partage tout le monde. Le festival se déroule alors que certains pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, abandonnent les tests Covid-19 obligatoires pour les voyageurs arrivant qui sont entièrement vaccinés. La culture doit être accessible à tout le monde. Depuis plusieurs années, le comédien Bonaventure Madjitou Bangar déclame de la poésie dans la rue pour amener la culture dans les quartiers populaires de N'Djamena, une capitale qui ne compte ni théâtre ni cinéma. Au Tchad, troisième pays le moins développé de la planète, environ 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté selon l'ONU. Partager ses poèmes est donc une mission pour le comédien. C'est un récit d'Edili Diko. Bienvenue dans l'espace Une lecture, un voyage. Et nous sommes au cœur du quartier Chagua. Nous sommes dans un quartier populaire dans le sud de N'Djamena où résonne une douce musique, celle qui accompagne les poèmes déclamés par Bonaventure Madjitou Bangar. Ce comédien de 35 ans a décidé de partager la culture dans la rue, debout, sur des briques et avec des tôles pour seul décor. Il fait vivre les mots écrits le plus souvent par des auteurs africains. Dans un pays où seuls 20% de la population sait lire et écrire, ils se sont investis d'une mission. La culture doit être accessible à tout le monde. Si on veut avoir un monde merveilleux, un monde harmonieux, il faudrait que tout le monde soit axé sur les mêmes dimensions pour pouvoir rêver ensemble. Et sans culture, on ne peut pas se permettre de pouvoir amorcer un développement. Aujourd'hui, il a choisi d'évoquer l'exil avec un poème de l'auteur tchadien Nimrod qui a quitté son pays alors que la guerre civile y faisait rage dans les années 80. Je me suis intéressé, c'est comme ça que je suis venu pour écouter ce qu'il est en train de dire. Et j'étais vraiment content de ce qu'il est en train de dire. Cela fait 6 ans que Bonaventure Madjitou Bangar se produit ainsi dans la rue. Il le fait toujours au son du koundou, version tchadienne du balafon, un xylophone africain. Et le koundou, ça fait partie de moi, c'est mon identité, ça accompagne la musicalité. Et ce qui est beau dans le théâtre, on ne le fait pas seul. Le théâtre convoque d'autres disciplines. Et notre regard aussi vient enrichir ce que je fais dans le théâtre. Donc ça devient une complicité et en même temps aussi, ça porte cette identité où tout le monde se reconnaît à l'intérieur au fait. Le Tchad est un gâchis. Très impliqué dans la vie du quartier, l'artiste y organise régulièrement des ateliers pour les enfants. Une petite fenêtre qu'il leur ouvre sur le monde. S'il n'est pas là, nos enfants pleurent. Parce qu'à chaque fois, 2-3 mois, il réunit les enfants. Il leur donne pour les dessins, ainsi de suite. Ils apprennent les enfants à jouer, à faire les dessins, ainsi de suite. Donc ça me plaît comme ça, de continuer comme ça jusqu'à avec nos enfants, avec les jeunes du quartier. Transmettre est un véritable acte politique pour cet artiste qui a suivi des cours d'art dramatique au Burkina Faso. Bonaventure Madjitou Bangar estime qu'il est crucial d'apporter la culture dans les rues de N'Djamena, une ville sans théâtre ni cinéma. Excellent. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez un excellent week-end.